Choisir un ETF, ce n'est pas juste regarder la performance. Dans cette vidéo, je te présente les critères que j'utilise vraiment avant d'investir sur des ETF. Quand j'ai commencé à investir, j'ai peut-être acheté des lignes que je ne comprenais pas vraiment. Aujourd'hui, je prends davantage de recul vis-à-vis des lignes avant de les acheter, afin de comprendre concrètement ce qui se cache derrière ces fameuses lignes. Et la problématique que je rencontre toujours actuellement, c'est qu'il y a un nombre assez volumineux de lignes de possibilités d'achat sur le PEA. Il existe une centaine d'ETF et peut-être que tu te poses toi aussi la question de comment choisir. En plus de ça, les infos sont un peu éclatées, d'un site à l'autre, c'est pas toujours clair. Il y a des sites très bien comme JustETF qui permet de filtrer, mais ces sites sont quand même assez compliqués d'utilisation, en tout cas au départ quand on n'y connaît rien. Et donc, j'ai essayé de construire quelque chose pour simplifier tout ça. Parce qu'en plus d'avoir des informations à droite à gauche, on n'a pas vraiment d'outils de comparaison concrètes qui mettent en comparaison deux ETF directement, que ce soit des ETF qui répliquent des indices différents ou bien même deux ETF différents qui répliquent le même indice. Et si toi aussi tu recherches toujours à aller dans ce qui est le plus optimal possible, peut-être que tu te prends aussi un petit peu la tête pour essayer de comprendre et de connaître, de savoir quel est le meilleur ETF S&P 500 par exemple, quel est le meilleur ETF MSCI World, etc. On va rentrer un petit peu plus en détail sur ce que tu peux regarder et ce à quoi tu peux prêter attention quand tu compares deux ETF. Alors comme tu peux le voir, j'ai créé un petit fichier qui me permet personnellement de comprendre et de suivre différents critères sur les ETF avant d'investir dedans. Alors ce fichier, pour le moment, il ne répertorie que les ETF éligibles au PEA. J'ai fait l'exercice de me rendre sur le site JustETF dont je te parlais, qui est un très bon site. Il y a vraiment énormément d'informations, mais peut-être trop d'informations quand on débute et quand on essaye d'aller récupérer une information précise. Donc j'ai fait l'effort de récupérer tous les ETF éligibles au PEA depuis ce site et ça m'en fait un paquet puisque en réalité je me suis rendu compte qu'il y en avait environ 210. Alors bien sûr cette liste elle évolue puisque des ETF ils sont créés chaque année et ils s'enferment aussi chaque année. Ici on s'intéresse surtout au PEA car en ce qui me concerne c'est l'enveloppe que je souhaite maximiser dans un premier temps avant de regarder ailleurs sur un compte titre par exemple. Alors dans ce fichier, j'ai construit une première page qui liste tous ces ETF et qui donne un petit peu une overview, un peu une vue globale de chaque ETF, de l'indice qu'il réplique, de la zone sur laquelle cet indice est investi, sur laquelle cet ETF est investi, de la devise utilisée par l'ETF, l'axe, donc l'axe, est-ce que ce sont des actions ou des obligations ou bien des matières premières, des marchés monétaires ou de l'immobilier, et le type qui rentre dans un niveau de détail encore un peu plus précis, à savoir, est-ce que c'est un investissement sur de l'industrie, sur du social durable, ou même encore de la technologie, des dividendes, des services financiers, des obligations d'entreprise, bref, tout un paquet d'informations, mais qui ne sont pas forcément existantes pour chaque ETF, mais pour ceux où je les ai trouvés, je me suis permis de les renseigner pour justement apporter davantage de contexte à chaque ligne. Et ensuite, les deux critères qui, moi personnellement, me font déjà filtré la plupart des ETF, ce sont la taille du fonds, combien y a-t-il d'encours sous gestion, donc d'argent qui circule dans ce fonds, combien d'argent est investi à travers ce fonds sur cet ETF, et les frais par an. Les frais par an, c'est les petites lignes qu'on lit pas toujours, mais qui sont hyper importantes. Les frais par an représentent les frais qui te seront prélevés chaque année, justement, de gestion de ton portefeuille. Ensuite, d'autres informations qui sont essentielles, la distribution, est-ce que c'est un ETF capitalisant ou distribuant? Donc pour rappel, capitalisant, c'est-à-dire que les dividendes sont automatiquement réinvestis, ou à l'inverse, distribuant, le fonds va distribuer les dividendes, et là c'est un peu moins intéressant. Ensuite on parle de réplication. Est-ce que cet ETF fonctionne avec une réplication physique ou synthétique? Chacun a ses avantages et ses inconvénients, et si tu veux en savoir plus, je t'invite à regarder ma précédente vidéo sur les ETF, où je rentre un peu plus dans le détail. Et les deux dernières colonnes qui là peuvent te paraître un petit peu comme du charabia, mais si tu commences à t'intéresser aux ETF, peut-être que ça te parle. On a le code ISIN et le ticker. Donc ça nous fait un paquet d'informations à regarder et à creuser davantage avant de faire nos choix tout simplement sur
quels sont les ETF possibles et qu'est-ce que je peux acheter concrètement pour composer mon portefeuille. L'avantage de ce fichier-là, c'est qu'on peut très simplement filtrer déjà sur ce qui ne nous intéresse pas. Par exemple, ici, bon, j'ai déjà un petit peu trié, et j'ai mis des codes couleurs, mais tout ce qui est frais supérieur à 0,30%, pour ma part, c'est un no-go, parce que sinon, vous allez vous faire bouffer votre argent. Littéralement, c'est beaucoup trop élevé de dépasser 30%. Tout dépend du fonds, bien entendu. Si la performance derrière est exceptionnelle, parce qu'en général, les fonds qui ont des frais annuels plus élevés, sont des fonds actifs qui sont gérés de manière active, qui sont un peu plus risqués, mais avec des plus gros rendements potentiels. Donc après, c'est à chacun de faire ses propres choix en fonction de sa volonté propre et de ses croyances. Moi, personnellement, sur une vision et une stratégie d'investissement passif sur le long terme, je cherche à minimiser le plus de frais possible, car ma stratégie, c'est de faire du DCA, et d'accumuler mon capital au fil des années. Et donc, si j'ai des frais trop élevés, bah, je vais être perdant un petit peu sur ce tableau-là. La colonne qui représente la taille du fonds, elle aussi est hyper importante parce que les fonds ici que je vous ai mis en rouge, c'est tous ceux qui sont inférieurs à 100 millions d'euros. Et pourquoi c'est risqué ? C'est que bah, c'est des fonds qui sont pas très gros et potentiellement il peut arriver que des fonds justement qui prennent pas, ou bon je sais pas concrètement comment ça se passe derrière, mais que ces fonds soient simplement clôturés. Et dans ce cas-là, bah, tu perds un petit peu ton investissement d'une certaine manière, donc c'est un peu dommage. Et pour être un peu plus sécurisé, moi je me base plutôt sur des fonds qui sont supérieurs à 100 millions d'euros. Donc ce fichier il nous permet aussi de faire des comparaisons entre les différents ETF qui peuvent exister pour une même réplication d'indices. Par exemple, le S&P 500, ici on peut voir que sur le PEA, eh ben, on a quand même 6 lignes, 6 ETF disponibles qui répliquent le S&P 500. Et ça, bah, personnellement, je ne le savais pas. Je ne suis pas sûr de comprendre exactement parce qu'on a quand même 4 lignes différentes qui sont émises par BNP, mais qui sont un peu différentes puisqu'on peut voir que les tailles des fonds ne sont pas les mêmes. Bon, les frais par contre sont à peu près les mêmes, et ils sont tous capitalisants synthétiques. Donc derrière, il faut peut-être creuser un petit peu pour comprendre quel est l'avantage d'investir dans l'un ou dans l'autre. Regardez aussi les parts de ces ETF-là. Là, j'ai pas mis les parts ici, mais on va les retrouver juste après. Ça peut être intéressant aussi de comparer justement les parts, à combien ça te coûte d'acheter une part sur l'ETF BNP Paribas S&P 500. Est-ce que sur celui-là, c'est 200 $ ou 200 € la part ? Ou est-ce que c'est 20 €? Bah, en fonction de ce montant, peut-être que ça peut aussi conditionner ton choix, parce que si tu n'as que 100 € à investir par mois, bah, tu ne vas pas investir sur celui qui coûte 200, logiquement. Et j'ai construit ce fichier-là à la base surtout pour faire une chose, pouvoir mettre en comparaison les performances des différents ETF, une fois déjà avoir sélectionné selon les différents critères. Par exemple, on va rester sur le S&P 500. J'ai trouvé mes lignes, mes ETF différents, et maintenant je me dis, bah ok, quel ETF est-ce que je vais utiliser pour investir sur le S&P? Alors on peut voir qu'il y en a 2 qui sont gérés en dollars, 2 en euros. Donc ça nous permet d'avoir un premier critère. On voit que les 2 premières lignes sont des fonds énormes. Il y a plus de 3000 millions d'encours sous gestion. Tandis que les autres sont un peu plus faibles, mais ça reste pas dégueulasse, hein, parce que 200 millions d'encours sous gestion ou 800 millions, c'est quand même conséquent. Les frais sont un peu moins élevés chez l'ETF émis par Amundi par rapport à ceux de la BNP. On peut voir que les 3 premiers sont capitalisants et le dernier distribuant, donc je vais préférer du capitalisant justement pour bénéficier des intérêts composés. On peut voir que les 3 sont synthétiques. Quels sont les éléments différenciants? Quelle est la performance et pourquoi l'un et pas l'autre? Et c'est là que rentre en jeu l'intérêt de ce fichier, puisque dans un second onglet, alors je l'ai déjà un peu préparé, mais je vais pouvoir venir paramétrer et rentrer les tickers que j'ai présélectionnés ici pour comparer entre eux les différents tickers sélectionnés sur un horizon de temps donné. Alors là, j'ai mis 7 ans puisque je ne vais pas comparer la performance du S&P 500, mais plusieurs ETF qui répliquent cet indice. Et pourquoi 7 ans? Pourquoi on ne prend pas plus large? Eh bien simplement parce que parmi ces lignes-là, il y en a qui existent que depuis 7 ans. Mais du coup, on ne peut pas vraiment comparer sur 30 ans comme on pourrait regarder sur le S&P, sur le cours historique, puisque les ETF n'ont pas un historique à 30 ans. Mais déjà sur 7 ans, ça peut nous donner un premier ordre d'idée, et donc là, si on fait la comparaison, et qu'on va voir dans Résultats,
Donc cette ligne-là, c'est la date de début utilisée, donc la première date par rapport à l'horizon demandé, donc là, à 7 ans, il va me chercher la plus vieille date étant le 2 février 2019. Donc là, aujourd'hui, on est le 31 janvier. Donc, si on fait 7 ans en arrière, on arrive à la date de clôture du 2 février 2019. Et la date de fin utilisée, donc sur quoi il se base pour justement calculer la performance historique, c'est une date de début, une date de fin, pour pouvoir faire un petit peu une moyenne. Et la date de fin, eh ben, il va prendre la dernière clôture en date qui a eu lieu. Et donc là, on est le 31 janvier, et donc la dernière date, pour cela, ça a été le 30 janvier, et pour celui-ci, a priori, le 28 janvier. Et ce qui nous donne une durée réelle de 7 ans. Mais si j'avais changé mes paramètres, si ici je mets 10 ans, par exemple, eh ben, vous voyez ici que, en fait, les fonds n'ont pas tous 10 ans d'historique, et donc la comparaison est un petit peu plus faussée, puisqu'on ne les compare pas sur le même horizon de temps. Et donc, les informations qui nous intéressent sont surtout les dernières lignes. Le cours de départ, donc la valeur à date de clôture de la date de début utilisée, et le cours final, c'est la valeur à date de clôture de la date de fin utilisée, tout simplement. Et donc là, on peut voir déjà en comparaison des différents ETF que, effectivement, comme je l'évoquais tout à l'heure, ils n'ont pas tous le même montant. Alors, on n'est pas sur des 200 ou 300 euros, ou des 200 versus 20 euros, mais on peut voir que celui-ci, par exemple, était, en tout cas à l'époque, à 9 euros la part, tandis que celui-ci était à 52. Et là, bon, vu qu'ils ont tous connu une certaine croissance, puisque le S&P sur 7 ans a énormément évolué, et bien là, la part aujourd'hui coûte 28 euros pour l'un et 99 euros pour l'autre. Donc si on a un budget de 50 euros par mois, on va peut-être privilégier celui-ci à 28 euros ou celui-ci à 22 pour en acheter deux parts. Et la dernière partie qui est hyper intéressante, c'est la mise en comparaison tout simplement de la performance. Alors on a la performance totale, cette performance totale elle est calculée sur l'horizon temps donné, donc là c'est performance totale sur 7 ans par rapport à la date de début utilisée jusqu'à la date de fin, et le CAGR annualisé, donc ça c'est tout simplement la performance annuelle de l'ETF. Et là on se rend compte que ils sont pas tous aussi performants. On a une moyenne environ à 14-15%, mais le dernier, qui est à 9,7%, on peut se demander pourquoi, et là, ça vaudrait le coup de le mettre en comparaison avec le S&P 500 directement sur cette même période donnée, pour voir s'il y a un écart. Bon, mon outil ne permet pas de le faire encore, mais j'ai peut-être quelque chose que je suis en train de construire qui nous permettra de le faire, mais on en parlera dans une prochaine vidéo. Et tu peux te demander concrètement sur quoi se basent ces calculs. Eh bien, c'est tout simplement sur mon onglet Raw Data ici, où j'ai répertorié tous les historiques de clôture qui viennent s'alimenter en fait jour après jour. Les colonnes sont plus ou moins longues tout simplement parce que certains ETF sont plus ou moins vieux. Et donc ici on voit, voilà, dernière date de clôture 30 janvier qui s'est actualisée hier. Et on peut voir pour chaque ETF, donc là on a tous les ETF qui sont dans ma fenêtre ETF PEA juste ici. J'ai uniquement sélectionné ceux pour lesquels j'ai trouvé des données dans Google Finance. Donc Google Finance, si vous ne connaissez pas, ça vous permet justement de faire des recherches et vous récupérez les informations. Et c'est avec ça que j'ai fait tous mes calculs justement. On n'est pas forcément le plus précis possible parce que ça dépend de la zone, le marché boursier utilisé, mais ça donne déjà un ordre de grandeur qui est intéressant, surtout quand on débute et qu'on ne sait pas du tout vers quoi se diriger, vers quoi s'orienter. Si tu recherches sur quel ETF investir, moi ce que je te recommande à faire dans tous les cas, c'est de regarder le détail qu'on vient de voir pour chaque ETF. Alors si tu souhaites accéder à ce fichier, je te mets un lien en commentaire, mais garde bien en tête que ce fichier-là ne sert pas à faire des prédictions, mais juste de donner d'une manière assez simple des critères sur lesquels on peut se baser pour comprendre les ETF et éventuellement t'aider à faire tes choix. C'est plus un support pour t'aider dans ta recherche et ta compréhension qu'un outil qui va te faire choisir sur quoi investir et qui va te conseiller un investissement. Non, c'est pas du tout le but. C'est un outil que tu dois utiliser, mais je t'invite à te renseigner davantage, à regarder des sites un peu plus fiables. Mais en tout cas, si tu débutes, je trouve que c'est un très bon outil sur lequel tu vas pouvoir t'appuyer pour comprendre davantage ce qu'il est possible de faire sur PEA, bien entendu. Alors tu l'auras sûrement compris, ce fichier, il peut très bien aider au début, mais il a quand même ses limites si on veut vraiment simuler un portefeuille. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu, que tu as pu comprendre davantage sur les ETF et que tu vas pouvoir t'amuser avec le fichier. N'hésite pas à me partager ce que tu en penses en commentaire et on se retrouve la semaine prochaine.